Moi, je pense que ça a été fait sur un coin de table très vite. Ils ont pris des moyennes de moyennes de moyennes. Et comme j'explique souvent, la couleur moyenne du zèbre, c'est le gris. Et donc, pour ces gens-là, un zèbre est un âne. Mais un zèbre, c'est un zèbre. Et donc, dès lors qu'on veut faire une moyenne et quelque chose de simple, ben, on se plante. Et on oublie les gens qui sont vraiment malades. Vraiment dans le besoin. Qui en ont vraiment besoin. Et ça me navre de voir que des gens qui ont des myopies invalidantes, ils représentent moins de 2% de la population. Mais ceux-là, ce n'est pas du luxe, les lunettes. C'est juste une question de survie. Et ceux-là vont se retrouver avec du reste à charge. Et dans nos statistiques, on constate que c'est les gens qui ont les plus fortes corrections qui changent de lunettes le moins souvent. Et alors que les gens qui ont les plus faibles corrections changent de lunettes souvent alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc on a un problème sanitaire. Je pense que le budget aurait été mieux à être consacré à du dentaire ou à de l'invalidité. Monsieur Rosset, je vous vois également acquiescer. Vous êtes d'accord avec le constat fait par nos 3 autres invités? Tout à fait. Je suis d'accord avec le fait que de dire que c'est tous les 2 ans, ça va être une arme pour que les gens changent tous les 2 ans leurs lunettes parce qu'ils ne vont pas prendre le risque de rester sans lunettes après la dernière qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez déjà remarqué une augmentation de la fréquence ou une baisse du panier moyen depuis quelques mois dans votre magasin? Pas du tout. Non. Donc ce n'est pas encore un effet qui est lisible? Non, pas du tout. Parce que aujourd'hui... Oui, allez-y. Non. Aujourd'hui, ce que je voudrais revenir, c'est comment se forge la réputation d'un professionnel de santé. C'est son investissement personnel, c'est sa passion, c'est son professionnalisme qui font les différences. Et ces différences qui font la réputation de l'opticien, entre autres. Aujourd'hui, le réseau ne tient pas compte de tout cela. Il casse les codes. Des réseaux de soins. Des réseaux de soins. Donc il casse tous les codes, réduisant simplement à un prix et tout ce que ça implique. Dans cette mutation, l'opticien sans réseau a gardé sa place. Il reste l'acteur principal de la filière d'optique. Oui, donc je rappelle que vous êtes cofondateur de l'Association des opticiens de Savoie. On va parler ensuite tout à l'heure de vos actions. J'aimerais juste avant de ça poser une question à Monsieur Levavasseur parce que la mise en place de ces plafonds a forcément posé la question de la légitimité des réseaux de soins. Quelle est aujourd'hui leur raison d'être? Est-ce qu'il leur en reste une? Alors, il en reste malgré tout, bon, on va approfondir le débat. Il est clair qu'elle était essentielle quand il y avait ce que j'évoquais tout à l'heure, ces vers à 100% des frères L qui étaient une absurdité, poussent au crime et poussent parfois d'ailleurs à certains jeux d'écriture tout à fait discutables. Ça reste important face à la complexité de ce monde de l'optique. Il y a quand même une attente des salariés, des assurés pour qu'on négocie entre guillemets pour eux. Là où on se rejoindra, c'est que je pense qu'il faut que l'opticien garde tout à fait sa liberté de conseil. En aucun cas un assureur ou un financeur de la santé ne peut se mettre à la place du dialogue entre l'opticien et le patient. Mais en revanche, c'est vrai aussi que il y a besoin d'un garde-fou, en tout cas quand on est assureur et qu'on paye des dépenses d'optique qui sont très importantes, pour dire, une fois que tel modèle a été librement choisi, qu'il est traçable, etc., il est important qu'il soit à un prix raisonnable. Bien sûr, après, le degré de raisonnable, là, il y a une négociation commerciale qui peut parfois être un peu excessive, ça c'est des débats, mais sur le principe, je pense que ça continuera à avoir sa place, du moins tant que l'optique sera dans les régimes de frais de santé. Vous parlez de négociations commerciales excessives, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la pression va s'accentuer davantage ? Il y a déjà eu dans le passé des négociations un peu tendues entre réseaux et opticiens et avec des excès. Mais c'est comme la grande distribution. On va tous dans un supermarché, mais on sait que certaines centrales d'achat ont parfois des méthodes agressives qui vont au-delà de ce qui est raisonnable. Voilà. Donc je crois que c'est plus qu'une question de oui les réseaux ou non les réseaux. Je crois que c'est une question de mesure. Je pense qu'avec le temps, on devrait arriver à des bonnes pratiques qui devraient se généraliser pour que chacun ait sa place. Mais enfin, c'est un peu pieux peut-être. Voilà. Monsieur Rosset, vous commenciez à nous en parler. Vous, votre position face à ces réseaux, elle est radicale. Ouais, elle est radicale parce qu'aujourd'hui, dans la mutation des réseaux, l'opticien qui n'a pas de réseau garde sa place. Il reste l'acteur de la filière optique. Il s'occupe de son client, de ses besoins et pas de sa mutuelle. L'avantage de ne pas avoir de réseau, c'est que quand j'ai un client qui arrive, je m'occupe de lui et pas de son remboursement. Et depuis 10 ans, on s'aperçoit quand même plein d'opticiens qui n'ont pas de réseau continuent à progresser.
et ils continuent à progresser, c'est grâce à la qualité de travail qu'ils ont fait, puisqu'aujourd'hui, on leur a mis un peu sur le dos tout un tas de boulets. Donc, qu'on continue à bien faire notre métier. Après, on parle de négociation avec les réseaux, les mutuelles. Nous, en tant qu'opticiens, on n'a jamais vu tellement de négociations. Alors que sur le principe, on est tous dans la même filière. Nous, on est ouverts à discuter ouvertement de comment se pratique aujourd'hui le métier en France. Donc pour vous, travailler sans réseau, c'est encore possible? C'est tout à fait possible et à mon avis, c'est l'avenir. C'est l'avenir? Bien sûr que c'est l'avenir, parce qu'autrement, on va tous avoir des lunettes à 60 € et des verres à 40. D'ailleurs, dans votre département, vous avez rallié la majorité des opticiens à votre mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on a réussi à faire une association avec le bureau, c'est-à-dire qu'on a décidé d'aller voir les opticiens dans tous leurs magasins, qu'ils soient sous enseigne ou indépendants, pour qu'on prenne une attitude globale si vous avez devant toute cette, on va dire, agression. Donc, le fait de se parler, aujourd'hui, je pense qu'on a la peur. Quand on a un réseau, il y a beaucoup d'opticiens qui signent par peur. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir peur dans un métier pour tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, on se parle et on devrait avoir de moins en moins peur parce qu'on a 30 000 opticiens, il y a 6 réseaux. À mon avis, on peut être plus fort. Sans compter que c'est nous qui avons le contact direct avec notre client. Donc après, aujourd'hui, le client, il ne comprend pas aujourd'hui que quand il était acheté sa mutuelle, on lui a parlé du réseau, qu'aujourd'hui, au téléphone, on refuse de lui donner. Donc au niveau de la liberté, ça, on ne comprend pas du tout. Quand on en parle aux DRH, aujourd'hui, les DRH, ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un réseau parce qu'ils ont été le seul interlocuteur avec le DRH. Ils ne comprennent surtout pas qu'on les envoie chez un opticien et que chez cet opticien, ils auront un remboursement plus fort. Donc au niveau économique, ils ne comprennent pas comment une mutuelle peut envoyer quelqu'un dans un endroit où ça va lui coûter plus cher. Donc nous, on a fait une démarche au niveau des mutuelles autour de chez nous. On n'a pas eu une réponse satisfaisante à cette question. Donc si on peut l'avoir aujourd'hui, pourquoi pas. Il y a une chose aussi qui est importante sur la peur, c'est qu'aujourd'hui, le tiers payant est devenu un argument. Mais on s'aperçoit que quand... nous, je vous parlerai de la stratégie que l'on a après pour contrer un peu les réseaux. C'est que quand on demande à un client de ne pas faire le tiers payant, en réalité, le client a peur de ne pas être remboursé. Donc, ça fait 2 fois que j'emploie ce mot peur. Donc, je ne vois pas comment on peut bien travailler la peur au ventre. Donc, le fait de dire, moi, j'ai un risque de ne pas être remboursé si ça se passe mal, je ne prends pas le risque. Donc, on a encore... Alors qu'il sera remboursé. Alors qu'il sera remboursé. Le slogan de base de notre association, c'est « Ici, toutes les mutuelles vous remboursent ». Qui n'est pas forcément le courrier qu'ils reçoivent en début d'année où on peut laisser entendre que s'ils ne vont pas dans les autres, ils ne sont pas remboursés. Donc rien que cette approche-là au niveau de la compréhension de nos clients, c'est important. Ils nous interpellent sur comment ça se fait que toutes les mutuelles vous remboursent, c'est normal. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de peur et pas beaucoup de connaissances. La connaissance, elle est au niveau des opticiens et des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup d'opticiens ne sont pas capables de répondre correctement. Quand il faut qu'on lise, nous, les appels d'offres, on s'y perd un peu. Donc nous, on a pris une stratégie qui est assez facile, c'est quand quelqu'un vient chez nous et qui demande si j'ai un réseau, et qui dit non, j'ai beaucoup de clients de ce réseau. Donc c'est une manière de ne pas dire non, et qu'après, ça va nous permettre de lui expliquer pourquoi il y a des différences entre un opticien et un sans réseau et avec réseau. Donc c'est un discours qui est travaillé et qui est expliqué clairement aux porteurs. Qui est expliqué clairement en faisant très simple, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quelqu'un d'un réseau que je n'ai pas, et qui me le demande, c'est que il a déjà fait l'effort de venir chez moi. Comme disent certains publicistes, on ne rentre jamais par hasard chez quelqu'un. Donc j'essaie de me casser la tête pour avoir un beau magasin, des salles fermées d'examen de vue, tout un tas de choses. Et qu'une fois qu'il est dans mon magasin, je fais mon vrai job de métier, parce que ça ferait qu'on en reparle. Il y a le retour du client que nous, on a, et que tous les autres intermédiaires n'ont pas. Donc nous, on sait quand même ce que nous dit le client. Les 2-3 phrases que je vous ai dit, ils ne comprennent pas du tout. Il y a d'ailleurs, Monsieur Guyot, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Vous avez publié, vous, plusieurs articles concernant la filière optique. Je crois que la position de Monsieur Rosset rejoint tout à fait la vôtre. De son point de vue, lui, il le vit au quotidien. Donc moi, simplement, je le présume du fait de mes recherches. Ce que perçoit monsieur est effectivement cohérent avec l'intention des OCAM dans le développement des réseaux.
Donc très clairement, c'est une opération d'intégration verticale vers l'aval, c'est-à-dire c'est une prise de contrôle de la distribution de façon à contrôler la qualité, le prix des produits et la fréquence de distribution. Donc si les opticiens pensent effectivement que les OCAM veulent vider leur métier, ils ont raison. Parce que économiquement, ça a du sens pour les OCAM de le faire. Si j'étais le stratège en OCAM, c'est ce que je ferais, sans vouloir agresser les opticiens. Mais l'idée, alors maintenant, peut-être que ça ne marchera pas. De surcroît, ça ne marche pas. Mais si vous voulez, il est cohérent lorsqu'on pense avoir un gros enjeu de contrôle du prix. Je ne parle pas du prix de la lunette, je parle du panier moyen dépensé, de vouloir contrôler, faire pression et effectivement contraindre les distributeurs à choisir parmi un panel que eux-mêmes, sur des critères qui leur sont propres, économiques, financiers, ce que vous voulez, ont choisi. Donc l'idée, c'est bien de transformer une décision de conseil de santé par une décision qui a une logique et une cohérence économique et financière. Maintenant, si de surcroît ça ne marche pas, ils ont tout faux. Madame Marion. Oui, alors, de plus, ça ne marche pas forcément, les réseaux. Quand on est sur des contrats très haut de gamme comme Ener, ça fonctionne, puisque ça diminue le coût moyen. Quand on est sur des contrats moyens de gamme, ce qui est la majorité du marché, comme le réseau diminue le coût et le reste à charge, que la fréquence de renouvellement est inversement proportionnelle au reste à charge, moins j'ai de reste à charge, plus je change souvent, le réseau ne fait que diminuer le coût unitaire. Mais quand on multiplie coût moyen par fréquence, ce qui est la base du métier de l'assurance, on n'a pas forcément une économie. Mais ça se voit que 2 ou 3 ans plus tard. Donc c'est vraiment presque une bonne chose pour l'opticien, la réforme qui vient de passer. C'est ce que vous nous dites. Vous êtes persuadé de ça? Je ne sais pas, parce que je pense qu'en tant que porteuse de lunettes, là je vais changer de casquette, en tant que porteuse de lunettes, moi je préfère comme monsieur que mon opticien me consacre du temps pour me conseiller correctement une fois tous les 3 ans, ce qui est mon besoin médical, plutôt que de changer de verre tous les 2 ans et être conseillé mal et à la va-vite. D'accord. Donc finalement, avec cette réforme, l'État a légiféré, a régulé les prix. Est-ce que les OCAM ne se sont-ils pas fait prendre à leur propre jeu parce qu'ils ne pourront plus servir de l'optique comme argument marketing, comme ça a été le cas pendant plusieurs années? Je rappelle que l'optique n'est pas de la matière assurable. Il y a 2 choses qu'on n'assure pas, c'est le danger et la certitude. Donc déjà, on a un problème de base en France, c'est qu'on assure de la matière qui n'est pas de la matière assurable. Mais le marché est comme ça, on assure les lunettes en France. Dans un pays où la moitié des salariés n'ont pas d'invalidité, encore une fois, ça me paraît aberrant, mais on assure de la matière pas assurable. Évidemment, après, ça fait des catastrophes, et on se dit, oula, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et on fait ce qu'on peut, et du coup, les solutions, elles vont jamais avec le métier même de l'assurance, puisque dès qu'on touche à un critère, il y en a un autre qui bouge, et au final, on avance en marchant, et on constate les dégâts a posteriori. Monsieur Henner, Monsieur le Vavasseur, vous vouliez réagir? Oui, donc je suis d'accord partiellement avec tout ce qui vient d'être dit. Pourquoi partiellement? Parce que je voudrais quand même le pondérer par d'autres aspects de la réalité. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, il y aura des réseaux? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, il y a quand même, si les assureurs ont fait effectivement un geste vers l'intégration verticale, je ne pense pas que ce soit par volonté stratégique d'étendre leur domaine d'activité économique, c'est tout simplement parce qu'il y avait quand même, il faut bien le dire, des excès manifestes d'une grande partie, je vais peut-être me faire tuer, de la profession. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, des réseaux qui ont, des réseaux cette fois-ci pas des réseaux d'opticiens, mais des réseaux d'opticiens, des chaînes d'opticiens, pardon, qui ont développé des moralisations, des bonnes pratiques de la profession. Donc ça, je pense que rien que le fait de faire ça rend les réseaux un petit peu moins nécessaires. Ça ne les rend pas totalement inutiles pour l'instant non plus. Il y a quand même des différentiels de niveau de remboursement unitaire, je suis d'accord avec vous, de l'ordre de 40% sur les verres, souvent entre hors réseau et dans le réseau. Est-ce que 40% est excessif? C'est ça que je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on a tous intérêt, je pense, de manière commune, à ce qu'il y ait plus de transparence, parce que par rapport à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, il est vrai que tout le monde est un petit peu perdu aujourd'hui. Les opticiens partiellement, les assurés encore plus. Les assureurs, même, j'ai beaucoup de confrères qui ne comprennent rien à tout ce qu'on vient de dire. Donc, c'est vrai qu'on a tous intérêt à développer des choses raisonnables, équilibrées, et puis l'avenir nous dira comment sera le monde de demain. Monsieur Rosset, je vous voyais réagir. Oui, parce que nous, on a bénéficié de vos bons remboursements, mais ce n'est pas nous qui les avons mis en place. C'est les clients qui nous le demandent.
Et après, c'est nous, on est la bête noire de l'optique, mais pas du tout. Il y a des clients, c'est la première chose qu'ils nous demandent. Donc, je veux simplement aussi dire que quand le remboursement différencié, donc, est une catastrophe pour nous. Alors, moi, étant sans réseau, c'est une technique que j'ai mis au point. C'est que quand quelqu'un n'a pas le droit au tiers payant, on pourrait aussi en parler dans notre pays de liberté, c'est que moi, je valorise le non-tiers payant. Et je dis à mon client, je vais vous faire un cadeau de 50 € à vous et pas à votre mutuelle. La deuxième chose, c'est la deuxième paire à 1 €. Aujourd'hui, il y a quand même des millions de gens qui ont une lunette à 1 € qui sont protégés au niveau santé visuelle. Que personne ne le dit, tout le monde dit que c'est du commerce, mais aujourd'hui, vous avez une lunette progressive pour 1 €, c'est quand même pas très cher. Alors après, quelle que soit la qualité, moi, je préconise aussi de valoriser la non-deuxième paire à 1 €. Donc, mon client progressif chez moi, qui n'a pas de réseau, je lui fais 50 sur le non-tiers payant et 30 € sur la deuxième paire. Mon client est très content parce que lui, il a gagné 80 €. Et moi, j'ai récupéré ce client sur lequel on m'a mis quand même quelque chose sur le dos qui était assez important. Alors, revenons sur le cœur de notre sujet. Finalement, cette réforme, est-ce qu'il est encore possible de revenir dessus? Monsieur Guillot, qu'est-ce que vous en pensez? Pour toute réforme politique, il est possible de revenir dessus. Il suffit d'attendre l'alternance politique. Donc, effectivement, s'il y a une alternance en 2017, alors, à l'époque où le décret est sorti, il me semblait que les gens qui s'appelaient l'UMP à l'époque étaient plutôt négatifs. Maintenant, les hommes politiques sont assez imprévisibles, je dirais. Mais oui, il y a une opportunité en 2017, oui, de revenir dessus. Madame Marion, vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas, j'espère. Moi, je pense qu'il y a des risques de questions prioritaires de constitutionnalité. Ça, je le pense très sérieusement. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont dire, mais de quel droit on m'impose de m'assurer comme ci, comme ça Vraiment, je pense qu'il va y avoir des questions de cette nature-là sur le contrat responsable. Mais il y a autre chose qui est problématique, c'est le panier minimum ANI. Le panier minimum ANI a été retranscrit dans la loi, mais c'est au départ un accord national interprofessionnel. Et là, on a un vrai sujet. C'est qu'un accord national interprofessionnel, même si on change de majorité, on ne revient pas dessus, puisque ça, c'est signé en dehors des textes de loi. Donc le panier minimum de l'ANI, lui, je ne vois pas comment on va pouvoir revenir dessus. Moi, je ne suis pas juriste, je ne sais pas, mais je sais qu'une loi, on peut la faire et la défaire, mais un accord national interprofessionnel, comment on fait? Très bien. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce plateau. On arrive au terme de ce débat. Désolée, Monsieur Rosset. Si on résume ce qu'on vient de dire, en tout cas, c'est encore un petit peu tôt pour mesurer l'impact de cette réforme. En tout cas, pour l'instant, les indicateurs sont plutôt à la stabilité. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très vite sur AQT TV.